Chaque année, lorsque le mois de Rabi al-Awwal arrive, des millions de musulmans à travers le monde se préparent à commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans certaines sociétés africaines, cette commémoration prend une dimension particulière. Au Sénégal, on l'appelle communément Gamou. Et derrière ce mot se cache bien plus qu'une nuit de prière. C'est une migration temporaire de population. C'est une mobilisation familiale. C'est une transmission de savoir. C'est une économie qui s'active. C'est une culture qui se met en scène. Et parfois même, c'est un espace où se rencontrent religion, société et politique. Alors posons-nous la question. Le Maulid en Afrique est-il simplement une célébration religieuse ou constitue-t-il une véritable puissance culturelle et sociale? C'est ce que nous allons voir dans cette chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Le Maulid, ou commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est célébré sous différentes formes dans de nombreuses sociétés musulmanes. Mais il n'existe pas une seule manière de célébrer. Selon les sociétés, on retrouve des récitations de Coran, des prières, des conférences, des poèmes religieux ou des chants, des repas collectifs ou encore même des rassemblements populaires. Au Sénégal, le Maulid est généralement appelé Gamou et son histoire est profondément liée à celle de la diffusion de l'islam et des confréries religieuses dans le pays. Une étude publiée en 2024 dans la revue du monde musulman et de la Méditerranée souligne d'ailleurs que le Gamou est devenu un événement majeur dans la vie religieuse, sociale et même politique du Sénégal. Autrement dit, le Gamou dépasse largement le cadre de la mosquée. Pour comprendre cette particularité sénégalaise, il faut revenir à une figure, Seydi El Hadji Malick Sy. Au début du XXe siècle, Tivaouane devient progressivement un grand centre de diffusion de la Tidjaniya au Sénégal. La célébration du Maulid y prend une forme structurée, pédagogique et collective. Selon les travaux consacrés à l'histoire du Gamou de Tivaouane, El Hadji Malick Sy utilise notamment cette période pour transmettre les enseignements religieux, réunir ses disciples et faire de la célébration un moment d'éducation autour de la vie et du modèle du prophète. Et c'est là que se trouve peut-être l'une des plus grandes particularités du modèle sénégalais. Le Maulid n'est pas simplement célébrer une naissance, il devient aussi apprendre une vie, apprendre une histoire, apprendre une morale, apprendre une manière de vivre et surtout transmettre cette mémoire à la génération suivante. Regardez ce qui se passe pendant le Gamou. Les jeunes côtoient les anciens, les enfants découvrent les textes religieux, les familles se réunissent, les conférences racontent la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les poèmes sont récités, les chants sont transmis. Et certaines traditions qui auraient pu disparaître continuent ainsi à circuler d'une génération à une autre. C'est une forme de patrimoine immatériel. Et cette question de patrimoine culturel est loin d'être secondaire. L'UNESCO rappelle que le patrimoine culturel immatériel comprend notamment les pratiques, connaissances, expressions et traditions transmises de génération en génération. Le Sénégal dispose d'ailleurs d'une politique de sauvegarde de ce patrimoine avec plusieurs éléments déjà inscrits sur la liste de l'organisation. Le Maulid sénégalais n'est pas encore actuellement inscrit sur ces listes, mais son fonctionnement nous permet de comprendre quelque chose d'essentiel. Une culture ne survit pas uniquement dans les livres. Elle survit lorsqu'une génération accepte de la transmettre à la suivante. Mais le Maulid produit également un phénomène social impressionnant. Prenons le cas de Tivaouane. À l'approche du Gamou, la ville change complètement le rythme. Des fidèles arrivent de différentes régions, les familles accueillent des visiteurs, les cuisines collectives s'organisent, les transports se multiplient, les commerces fonctionnent davantage, les jeunes trouvent des opportunités temporaires. En 2025, l'agence de presse sénégalaise décrivait ainsi le rôle des charretiers à Tivaouane.
transport de pèlerins, acheminement de bois, du riz et des denrées alimentaires vers les cuisines collectives. L'APS parlait même d'une économie éphémère, dans laquelle chaque déplacement peut représenter une source de revenus pendant la période du Gamou. Et cette économie ne concerne pas uniquement les grands commerçants, elle touche aussi aux chauffeurs, aux conducteurs de charrettes, aux restaurateurs, aux vendeurs, aux petits commerçants, aux artisans et même les jeunes travailleurs occasionnels. Pendant quelques jours, toute une chaîne économique se met en mouvement. Et pourtant, il y a une question que nous posons rarement. Combien représente réellement cette économie? Combien dépensent les pèlerins en transport? Combien les familles consacrent-elles à l'accueil? Combien les commerçants génèrent-ils pendant cette période? Quel est l'impact sur l'hôtellerie, la restauration, le commerce et les transports? Et surtout, combien d'emplois temporaires sont créés? Mais il faut être beaucoup plus prudent, car il existe beaucoup d'affirmations sur les réseaux sociaux concernant les milliards générés par les grands événements religieux au Sénégal. Mais sans études économiques rigoureuses, il serait irresponsable de transformer des estimations en chiffres officiels. Et c'est justement là que se trouve une opportunité. Pourquoi ne pas mesurer scientifiquement l'impact économique du Gamou? Pourquoi ne pas créer un véritable compte économique du Maouloud? Pourquoi ne pas savoir combien les villes comme Tivaouane, Kaolack ou Ndiassane génèrent, consomment et redistribuent pendant cette période? Parce que lorsqu'un phénomène mobilise autant de personnes et autant d'activités économiques, il mérite d'être étudié, pas seulement célébré. Mais peut-être que la richesse la plus importante du Maouloud n'est pas que financière, elle est humaine. Dans une société où les générations peuvent parfois être séparées par les réseaux sociaux, les migrations, l'urbanisation ou les différences de mode de vie, le Maouloud crée un moment de retrouvailles. Le jeune revient chez ses parents, le migrant revient dans sa ville d'origine, les familles accueillent leurs proches, les voisins partagent leurs repas, les fidèles se retrouvent autour d'une même référence spirituelle. Et dans ce sens, le Maouloud devient un puissant mécanisme de cohésion sociale. Il crée temporairement une communauté qui prie, une communauté qui mange ensemble, une communauté qui transmet et une communauté qui se souvient. Et ici, il faut dépasser les discours convenus parce que les grands événements religieux ne vivent jamais complètement en dehors de la société. Ils rencontrent nécessairement la politique. Pourquoi? Parce qu'ils rassemblent énormément de citoyens, parce qu'ils concentrent des responsables religieux, parce qu'ils attirent les représentants de l'État, parce qu'ils permettent de parler d'infrastructures, de routes, d'électricité, d'eau, de santé ou de sécurité. Une étude publiée dans la revue du monde musulman et de la Méditerranée relève justement que le Gamou constitue un espace où les responsables politiques peuvent chercher à renforcer leur légitimité, tandis que les autorités religieuses peuvent porter des demandes concernant notamment les infrastructures, les investissements et les financements de projets. Cela ne signifie pas que le Maouloud serait politique au sens partisan du terme. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus simple. Lorsqu'une société se rassemble massivement, le pouvoir ne peut pas l'ignorer. Et c'est peut-être l'une des caractéristiques les plus intéressantes du Sénégal. Le Maouloud n'est pas resté enfermé dans un seul espace religieux. Il s'est progressivement diffusé dans différents foyers. Tivaouane est évidemment l'un des principaux pôles, mais d'autres communautés et foyers religieux comme Kaolack, Ndiassane, Diourbel, Touba et tant d'autres organisent également leurs propres célébrations. Des travaux consacrés au Maouloud au Sénégal soulignent ainsi que la célébration a progressivement dépassé le cadre initial de la Zawiya Tidjaniya pour devenir un événement beaucoup plus large dans la société sénégalaise. Cela montre une chose, le Maouloud est devenu un langage religieux et culturel partagé
par une grande partie de la société sénégalaise. Mais il y a une question que nous devons également avoir le courage de poser. À force de transformer les grandes célébrations religieuses en événements gigantesques, ne risquons-nous pas parfois d'oublier leur objectif premier? Car le Maulid ne devrait pas simplement être des vêtements, des déplacements, des rassemblements, des décorations, des repas ou des images sur les réseaux sociaux. La véritable question devait être: qu'est-ce que cette célébration change dans notre comportement? Si nous célébrons le prophète, mais que nous continuons à mépriser nos prochains, si nous récitons des poèmes, mais que nous refusons la justice, si nous parlons de solidarité, mais nous abandonnons les plus pauvres, alors il faut peut-être nous interroger. Parce que célébrer une mémoire n'a de sens que si cette mémoire transforme le présent. Et si l'Afrique comprenait enfin la puissance de son patrimoine? Et c'est ici que le sujet devient panafricain. L'Afrique possède des traditions religieuses, intellectuelles et culturelles extrêmement riches. Des manuscrits, des bibliothèques, des écoles, des langues, des récitations, des poèmes, des architectures, des cérémonies. Des savoirs transmis oralement depuis des générations. Mais nous avons souvent une faiblesse. Nous célébrons énormément nos patrimoines, mais nous les documentons encore trop peu. Nous devons les archiver, les numériser, les étudier, les enseigner, les traduire, les filmer, les transmettre aux jeunes. Et pourquoi pas créer autour de ces patrimoines des véritables industries culturelles africaines. Parce que le patrimoine n'est pas seulement quelque chose que l'on conserve, c'est aussi quelque chose que l'on peut transmettre, valoriser, transformer en puissance culturelle. En définitive, le Maulid est-il simplement une fête religieuse? Je pense que non. Du moins, dans le contexte sénégalais, il est devenu bien encore plus. Il est une pratique spirituelle, une école de transmission, un espace de solidarité, un phénomène culturel, un moteur économique temporaire, un moment de cohésion sociale et parfois même un espace de dialogue entre le religieux, le politique et la société. Mais sa véritable puissance ne se mesure peut-être ni au nombre de pèlerins, ni à l'argent dépensé. Elle se mesure à une question beaucoup plus simple. Qu'allons-nous transmettre aux générations qui viennent? Parce qu'au fond, le Maulid nous rappelle une vérité essentielle. Un peuple qui connaît son histoire peut transmettre son identité. Un peuple qui transmet son identité peut préserver sa culture. Et un peuple qui préserve sa culture possède une partie essentielle de sa souveraineté. Alors derrière les lumières des grandes villes religieuses, derrière les foules et les chants, derrière les kilomètres parcourus par les fidèles, il y a peut-être un message encore plus profond. La mémoire est une puissance. Et lorsqu'un peuple décide de faire vivre sa mémoire, elle refuse de disparaître. Joyeux Maulid à tout le monde. ñu gàmmu jàmm te yàlla defal ñu ay tawféex yu bëree bëri ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. salli wa sallim daiman abadan